Chaque jour, plus de 13 millions de sachets de Doritos sont consommés à travers le monde. Leur croquant irrésistible, cette fine couche de poudre de fromage et ce goût si particulier qui reste sur les doigts font d'eux l'un des encas les plus célèbres de la planète. Mais t'es-tu déjà demandé comment ils sont fabriqués? Qu'est-ce qui les rend si addictifs? Aujourd'hui, nous partons à la découverte de leurs secrets de fabrication, en direction de la Géorgie, aux États-Unis, là où se trouve la plus grande usine de Doritos du monde. C'est ici que, chaque jour, plus de 10 tonnes de chips sont produites, prêtes à être emballées, expédiées et dévorées aux 4 coins du globe. Prépare-toi, car tu vas découvrir, étape par étape, comment sont fabriqués les Doritos à grande échelle. Tout débute dans les immenses champs de maïs, matière première essentielle de ce célèbre snack. Dans une seule et même parcelle agricole, il peut y avoir plus de 60 000 plants, et chacun d'eux produit entre 1 et 2 épis remplis de grains dorés, prêts à être transformés. Les fournisseurs avec lesquels travaille Doritos sont strictement sélectionnés. L'entreprise collabore uniquement avec des producteurs certifiés, spécialisés dans une variété de maïs très particulière. Ce maïs doit avoir la proportion exacte d'amidon, d'humidité et de fermeté. Ces paramètres garantissent une pâte dense, une texture croustillante et un goût constant, lot après lot. Une fois que les grains ont atteint le point parfait de maturité, la récolte peut commencer. Pour cela, d'immenses moissonneuses-batteuses entièrement automatisées entrent en scène. Ces machines, capables de fonctionner sans interruption, parcourent les champs à toute allure, cueillant les épis un par un, tout en séparant simultanément les grains. Grâce à un système interne de tri et de stockage, les grains sont directement envoyés dans des compartiments métalliques intégrés à la machine, ce qui permet de gagner un temps considérable. En une seule heure de travail, une moissonneuse peut récolter plus de 20 tonnes de maïs, se déplaçant avec une précision quasi chirurgicale à travers les rangées de culture. Une fois remplies, ces machines déversent leur contenu dans d'immenses camions de transport, capables de supporter plusieurs tonnes de matières premières. Ces camions partent ensuite directement vers l'usine de transformation, où va commencer la véritable métamorphose du grain en chips. À leur arrivée, les camions vident leur cargaison dans de gigantesques silos en acier inoxydable. C'est à cet instant que débute le processus industriel. Les grains sont d'abord soumis à un nettoyage intensif. De puissants jets d'air comprimés, des vibrations mécaniques et un système de filtration avancé éliminent toute impureté, morceaux de feuilles, poussière, pierres ou restes d'épis. Le but est d'obtenir un grain parfaitement propre, sans la moindre trace de saleté. Une fois cette première étape terminée, vient l'un des moments les plus importants du procédé, la nixtamalisation. Il s'agit d'un procédé traditionnel d'origine mésoaméricaine, adapté ici à l'échelle industrielle. Les grains de maïs sont plongés dans de grands réservoirs d'eau chaude mélangés à de la chaux. Cette combinaison permet d'assouplir la surface du grain, d'en rehausser le goût naturel, de faciliter sa mouture et d'améliorer sa valeur nutritionnelle. Cette technique, vieille de plusieurs siècles, est l'un des secrets de la texture unique des Doritos. Après la cuisson, le maïs est soigneusement rincé pour éliminer tout excédent de chaux, puis transféré vers d'énormes moulins mécaniques. À ce stade, il est broyé jusqu'à former une pâte dense, homogène et sans grumeaux. C'est cette pâte qui deviendra la base de chaque Dorito. Cependant, sa consistance doit être parfaitement équilibrée. Si elle est trop sèche, les chips se briseront pendant la cuisson. Si elle est trop humide, elles absorberont trop d'huile et perdront leur croquant. C'est pourquoi des capteurs intelligents, des systèmes de contrôle numérique et des opérateurs hautement qualifiés surveillent en permanence la température, le taux d'humidité et la densité de la pâte, afin d'obtenir la texture idéale. Une fois la pâte prête, elle est étalée mécaniquement sur un long tapis roulant pour former une fine feuille continue. Celle-ci doit être parfaitement lisse et d'épaisseur constante. Elle avance à une vitesse impressionnante vers une découpeuse rotative, une machine géante équipée de centaines de moules triangulaires en acier inoxydable. Ces moules découpent la pâte avec une précision au millimètre près, formant des milliers de triangles parfaits chaque minute. Le format de chaque chips a été minutieusement étudié. 5 cm de côté, 1 mm d'épaisseur, une taille parfaite pour tenir dans la bouche sans se casser lorsqu'on la trempe dans une sauce, tout en produisant ce craquement net et caractéristique à chaque bouchée. Les triangles crus, encore sans couleur ni saveur, sont ensuite transportés sur une bande élévatrice vers la zone de cuisson. Là, ils passent d'abord dans un gigantesque four industriel chauffé à plus de 300 degrés Celsius. Cette précuisson dure seulement quelques minutes et sert à retirer l'humidité interne des chips.
Cela leur donne de la solidité et les prépare à supporter la friture sans se déformer. À la sortie du four, ils ne sont encore ni dorés ni aromatisés. Ce ne sont que de simples morceaux de pâte. Mais tout va changer dans l'étape suivante. Les chips sont immédiatement dirigées vers une immense friteuse industrielle où elles sont plongées dans de l'huile végétale bouillante pendant quelques secondes. C'est à cet instant précis que la transformation spectaculaire a lieu. Les Doritos gonflent légèrement, deviennent dorés à souhait et acquièrent cette texture ultra croustillante qui les rend si uniques. La friture est soigneusement contrôlée pour que chaque chip soit doré uniformément, sans excès d'huile. Le système de filtrage renouvelle l'huile en continu, garantissant une qualité constante et empêchant toute altération du goût. Une fois frites, les chips remontent par des convoyeurs inclinés, permettant à l'excès d'huile de s'écouler complètement avant la phase suivante. Lorsque les chips sortent de la zone de friture, elles sont encore chaudes et prêtes à recevoir ce qui les rend irrésistibles, leur assaisonnement. Elles sont dirigées vers de gigantesques tambours métalliques en rotation qui ressemblent à des machines à laver de snacks. À l'intérieur, une fine brume de poudre aromatisée est pulvérisée sur les chips pendant qu'elles tournent doucement, de manière à ce que chaque surface soit parfaitement recouverte. Chaque saveur a sa propre formule secrète, développée par des ingénieurs en agroalimentaire dans des laboratoires spécialisés. Le goût fromage classique, la version haute ultra piquante, la saveur barbecue et bien d'autres variantes adaptées à chaque marché du monde. Les proportions de sel, d'acidité et de piquant sont calculées avec une précision scientifique. Et ce n'est pas un hasard si la poudre reste sur tes doigts. Selon les recherches internes de Doritos, cette sensation tactile crée une connexion sensorielle forte entre le consommateur et le produit, le rendant encore plus désirable. Pour maintenir une constance parfaite, des capteurs mesurent la quantité exacte d'assaisonnement appliqué sur chaque lot, garantissant que chaque sachet de Doritos, qu'il soit produit aux États-Unis, au Japon ou au Mexique, offre la même intensité de goût. Une fois assaisonnés, les Doritos sont presque terminés, mais avant de pouvoir être emballés, ils doivent passer par l'un des contrôles de qualité les plus exigeants de toute l'industrie alimentaire. Les chips avancent sur des tapis roulants à grande vitesse, tandis qu'un système de caméras à haute résolution et de capteurs optiques inspecte chaque Dorito, un par un, à la recherche du moindre défaut de forme, de taille ou de coloration. Les pièces non conformes sont automatiquement éjectées de la ligne de production et envoyées au recyclage. Mais la vérification ne s'arrête pas là. Des opérateurs humains effectuent également des contrôles manuels. Ils prélèvent des échantillons aléatoires de chaque lot et examinent leur couleur, leur texture, leur épaisseur, leur odeur et même le son qu'elles produisent lorsqu'on les casse. Ce test acoustique est essentiel. Un Dorito qui ne craque pas comme il faut ne sera jamais emballé. Seuls les chips parfaits, répondant à toutes les exigences de qualité, poursuivent leur route vers l'emballage. Vient alors la dernière étape, le conditionnement. Les Doritos approuvés sont dirigés vers de grandes trémies métalliques qui alimentent des machines d'emballage automatique fonctionnant en continu. Chaque sachet est rempli avec la quantité exacte de chips, puis un gaz neutre, l'azote est injecté pour préserver leur croustillant et éviter qu'ils ne se brisent. Ensuite, le sachet est scellé hermétiquement en une fraction de seconde, puis étiqueté. Les sachets sont regroupés en lots, conditionnés dans des cartons, puis empilés sur des palettes pour être chargés dans des camions. Ces véhicules, souvent réfrigérés pour préserver la texture du produit, partent vers des destinations du monde entier. Supermarchés, stations-service, cinémas, stades et distributeurs automatiques. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que tout ce processus, depuis la récolte du grain jusqu'au moment où le sachet est prêt à être expédié, ne prend pas plus de 30 minutes. Chaque étape est chronométrée au dixième de seconde pour assurer la fraîcheur, le goût et la qualité de chaque Dorito. Ainsi, un simple grain de maïs se transforme, après un incroyable voyage industriel, en l'un des encas les plus célèbres de la planète. Et maintenant que tu sais comment naissent les Doritos, dis-nous, ce processus t'a-t-il surpris? Quel est ton goût préféré? Si ce documentaire vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. Mais ne partez pas encore, ce n'est pas tout. La suite de cette vidéo sera tout aussi passionnante. Alors restez avec nous jusqu'au bout. À première vue, cela ressemble à un simple condiment, mais le sel rose de l'Himalaya est bien plus que cela. Sa teinte rosée fascine, son prix surprend, et sa présence dans les spas,
les cuisines gastronomiques et les boutiques de bien-être l'a transformé en un symbole mondial de luxe et de pureté. Ce qui est étonnant, c'est que, chimiquement, il est identique à 98% au sel de table classique. Alors, pourquoi peut-il coûter jusqu'à 30 fois plus cher? Qu'a-t-il de si particulier? Certains affirment qu'il possède des vertus curatives, d'autres dénoncent une supercherie marketing. Mais ce que personne ne peut nier, c'est que son origine est absolument fascinante. Ce sel s'est formé il y a plus de 250 millions d'années, prisonnier sous terre depuis l'ère des dinosaures. Aujourd'hui, des centaines de milliers de tonnes de ce minéral ancestral sont extraites chaque année d'une mine située au Pakistan, travaillées avec une précision presque chirurgicale, puis transformées en cristaux étincelants destinés à illuminer des étagères partout dans le monde. Mais comment se déroule vraiment ce voyage? Qu'y a-t-il derrière cette lueur rosée qui nous intrigue tant? Restez avec nous, car nous allons découvrir le long et surprenant parcours du sel le plus célèbre de la planète. L'histoire du sel rose de l'Himalaya ne commence pas dans une cuisine luxueuse ni dans une boutique de produits bio. Elle débute il y a plus de 250 millions d'années, lorsque d'immenses océans primordiaux recouvraient ce qui est aujourd'hui l'Asie du Sud. Peu à peu, ces mers se sont évaporées, laissant derrière elles d'énormes couches de sel, ensuite enfouies par les mouvements tectoniques et la pression géologique. C'est ainsi qu'ont vu le jour les gisements de sel les plus anciens et les plus purs du monde. Contrairement à ce que son nom laisse penser, ce sel n'est pas directement extrait de l'Himalaya, mais de la mine de Keoura, au Pakistan, située à plus de 300 km de la chaîne de montagnes. Là-bas, dans un labyrinthe souterrain de plus de 40 km de galeries, repose l'un des gisements les plus impressionnants de la planète. On estime qu'il contient près de 6,7 milliards de tonnes de sel. Sa découverte, elle, tient presque de la légende. On raconte qu'au IVe siècle avant Jésus-Christ, les chevaux de l'armée d'Alexandre le Grand auraient léché des roches rosées de la région, révélant ainsi ce trésor enfoui. Cet épisode marqua le début d'une relation millénaire entre l'être humain et ce sel. Pendant des siècles, les populations locales l'ont extrait à petite échelle, l'utilisant comme conservateur, comme monnaie ou encore comme remède traditionnel. Mais ce n'est que récemment, avec l'essor du commerce mondial et des tendances liées au bien-être, que le sel rose est devenu un phénomène culturel et commercial. Sa couleur caractéristique vient de faibles concentrations d'oxyde de fer et de plus de 80 minéraux traces comme le calcium, le magnésium ou le potassium, bien qu'il ne représente qu'environ 2% de sa composition totale. Ce sont eux qui lui donnent sa teinte unique et sa réputation de sel santé. Pourtant, au-delà de ses propriétés chimiques, ce qui fait vraiment sa valeur, c'est son histoire. Fossile d'un océan disparu, comprimé durant des millions d'années, préservé intact sous des tonnes de roches, il est aujourd'hui extrait à la main dans l'un des environnements les plus extrêmes du globe. Ce n'est pas seulement du sel, c'est de la géologie vivante, un vestige du passé qui orne aujourd'hui nos tables de son éclat mystérieux. Dans le paysage aride du nord du Pakistan, au pied des collines du Pendchab, se cache une merveille souterraine, la mine de sel de Keoura. C'est la deuxième plus grande au monde et elle fonctionne presque sans interruption depuis sa découverte, il y a plus de 2000 ans. Vue de l'extérieur, elle ressemble à un simple complexe industriel. Mais en franchissant son entrée, on pénètre dans un vaste labyrinthe de tunnels rosés, de chambres d'extraction et de galeries s'étendant sur plus de 40 km sous la surface. Chaque jour, environ 500 mineurs descendent jusqu'à 300 mètres de profondeur pour extraire des blocs de sel qui reposent là depuis bien avant la formation des continents tels que nous les connaissons. Contrairement à d'autres industries minières, ici, la vitesse et le volume ne priment pas sur tout. Le procédé est méticuleux. On commence par percer à la main, ou à l'aide de machines lourdes, de petites cavités dans les parois de sel massif. Ensuite, on place des charges explosives avec une précision chirurgicale. La détonation doit libérer les blocs sans altérer leur structure cristalline. Le processus ressemble plus à une opération médicale qu'à une exploitation industrielle. Chaque explosion dégage d'énormes blocs pesant entre 50 et 200 kg, transportés ensuite manuellement ou sur de petits wagonnets jusqu'à la surface. Les morceaux les plus purs et translucides sont réservés à l'usage gastronomique ou décoratif, tandis que ceux présentant des impuretés servent à des usages industriels. Les conditions de travail sont rudes. La température avoisine les 30 degrés Celsius, l'humidité est écrasante, l'air est lourd, et chaque geste demande une énergie considérable. Les mineurs enchaînent des heures de travail sans voir la lumière du jour, armés de marteaux, de perceuses et d'une endurance impressionnante. Pourtant, la mine est bien vivante. Certaines de ces galeries les plus anciennes se sont transformées en attractions touristiques, abritant des structures sculptées dans le sel, des mosquées, des statues et même un petit train traversant une partie des tunnels.
Et malgré une extraction annuelle de près de 400 000 tonnes, à peine 1% du gisement a été exploité. Ce trésor pourrait durer encore plusieurs siècles. Maintenant que nous avons vu comment ce sel millénaire est extrait, intéressons-nous à la prochaine étape, sa transformation en produit de luxe. Une fois les blocs de sel remontés des entrailles de la mine, commence un processus totalement différent, le passage de la matière brute à un produit raffiné. Mais avant de briller dans les rayons des boutiques ou sur les assiettes des restaurants, chaque fragment de sel rose subit un contrôle rigoureux. Tout débute dans les aires de stockage en plein air, où les blocs sont déposés en immenses tas. Là, une première inspection visuelle permet de séparer les morceaux les plus clairs et les plus transparents, destinés à la consommation, des blocs plus sombres ou imparfaits, réservés à un usage industriel ou décoratif. Ensuite, les blocs choisis sont acheminés vers les usines de transformation. Contrairement à d'autres sels raffinés chimiquement, le sel rose bénéficie d'un traitement plus naturel. Il est d'abord lavé à l'eau sous pression, afin d'éliminer poussière, éclats et résidus d'extraction. Ce lavage est minutieusement contrôlé pour éviter que l'eau ne dissolve les cristaux. Puis, il passe par des tamis vibrants qui filtrent les impuretés restantes et trient le sel selon la taille des morceaux. C'est à ce moment que commence sa métamorphose esthétique. Les plus gros blocs sont broyés en fragments plus petits, puis réduits en grains fins, moyens ou gros, selon leur destination. Ici, la technologie joue un rôle clé. Des scanners optiques analysent chaque lot pour vérifier la pureté visuelle et la régularité de la couleur. Seuls les cristaux répondant aux critères les plus stricts sont ensuite séchés et conditionnés. Mais le sel rose ne finit pas toujours dans nos assiettes. Une part importante est taillée à la main en blocs, assiettes, bols ou lampes. Ces créations passent par des ateliers spécialisés, où des scies à lame renforcées découpent la matière, refroidie en continu par de l'eau pour éviter toute surchauffe. Les artisans polissent ensuite chaque pièce pour révéler ses veines internes et sublimer sa couleur, transformant un simple minéral en objet esthétique. D'autres usines produisent des sels de bain, des exfoliants ou des pierres de massage, profitant de l'image de bien-être associée à ce produit. Même si la science reste prudente sur ses réels bénéfices pour le corps, sa valeur symbolique et visuelle est indéniable. Qu'il s'agisse de grains sublimant un plat ou de lampes éclairant un spa, le sel rose a accompli un exploit. Passé du statut de fossile marin préhistorique à celui d'icône contemporaine du luxe naturel. Aujourd'hui, le sel rose de l'Himalaya est bien plus qu'un simple assaisonnement. C'est une véritable marque, un produit qui, grâce au marketing, s'est entouré d'une aura quasi magique. On lui attribue des vertus variées. Améliorer la circulation, réduire le stress, purifier l'air, équilibrer le pH du corps, voire protéger contre les radiations électromagnétiques. Mais qu'en dit réellement la science? D'un point de vue chimique, ce sel reste du chlorure de sodium, comme tout autre. 98% de sa composition est identique à celle du sel de table. Les 2% restants correspondent à des traces de minéraux comme le fer, le calcium ou le magnésium, responsables de sa couleur et de son goût distinctif. Cependant, ces quantités sont si faibles qu'elles n'apportent aucun avantage nutritionnel notable. Malgré tout, le récit qui l'entoure a suffi à le transformer en symbole aspirant au bien-être et au naturel. Il ne se vend pas seulement pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il représente. Pureté, ancienneté, mysticisme. Et dans un monde obsédé par l'authenticité et le naturel, cela a une valeur inestimable. Au Pakistan, 1 kilo peut coûter moins d'$1. Mais une fois emballé, transformé et exporté, il peut se vendre 10, 20, voire 30 fois plus cher dans les boutiques occidentales. Quant aux produits dérivés, lampes, salières artisanales ou accessoires de bien-être, ils atteignent parfois des prix encore plus élevés, surtout lorsqu'ils s'accompagnent de notions comme l'énergie, la détente ou la purification. En résumé, la véritable force de ce sel ne réside pas seulement dans son goût. Elle réside dans son histoire, son esthétique et le récit marketing qui l'entoure. C'est l'exemple parfait d'un minéral préhistorique devenu, grâce à une narration captivante, l'un des sels les plus convoités de la planète. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains contenus.